L'ambiance ici est vraiment différente de ce que j'ai pu avoir en Europe de l'Est ou même en France d'ailleurs. Ça fait très moderne. Ils ont pas mal de maisons un peu comme ça, justement en mode chalet dans les pavillons. C'est trop bien. Ici, ils ont pas mal de grosses voitures ici. Alors là, une BMW. Ah, je sais pas c'est quoi, je m'y connais pas, mais moi je vois juste grosse voiture qui a l'air quand même onéreuse. Et il y a beaucoup de Tesla. Bah là-bas, ce serait pas. Voilà, bah là, une Tesla. Derrière, je crois que c'est encore aussi une Tesla. Je veux dire, celle-là, celle-là. Il y a plein de Tesla. Alors après, je crois que je suis dans un quartier aisé, mais le quartier aisé, il est immense. À croire que c'est que ça la banlieue de Oslo. Mais oh putain, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment, j'adore un petit peu leur maison comme ça, chalet. Avec leur jardin et tout, c'est trop marrant, j'adore. Oh putain, un parc du Supercut, j'avais même pas vu. Banger. Bon, mais simple le parc Supercut, mais il y a tout ce que tu as besoin. Barre de dips, et les barres de traction, une plutôt basse, une plutôt, ouais, pas très haute. Alors normalement les gens ici sont quand même censés être plutôt grands. Mais il y a ce qu'il faut, hein. Il y a même des anneaux. Et bah, sur la vue sur l'église. Sympatoche. Il y a même, on dirait, de quoi faire un barbecue. Alors que là, quand même, on n'est pas en centre-ville, mais on est en pleine ville malgré tout. Bon, je sais pas ce que ça veut dire du tout. On dirait que God appétit, ça veut dire bon appétit. Il y a moyen, il y a moyen. Tout ça, c'est des enfants style école primaire, collège. Et on est en semaine. On est en début d'après-midi. Il est genre, quoi, 13h à tout casser. Et j'ai vu ça à plein d'endroits dans Oslo. C'est assez déroutant.
Un truc que j'ai beaucoup retenu avec l'Europe de l'Est, c'est les villes qui ont des collines à l'intérieur ou sur les extrémités. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que ça permet d'avoir des parcs et en fait des vues qui sont trop bien sur la ville. En général moi j'adore juste le dénivelé, donc c'est toujours trop bien. Et Oslo, bah ça échappe pas du tout à cette règle là aussi, parce que eux pour le coup ils sont en fait pas exactement entourés par des montagnes, mais ils sont collés contre une chaîne de montagnes, et de l'autre côté c'est genre des collines, donc en fait ils sont entourés de ça. Puis en plus c'est dans un fjord, et les fjords c'est toujours ces trucs là avec des falaises assez pentues. Bon, même là si c'est pas vraiment ce genre de fjord, il y a quand même un petit peu ce ressenti. Du coup là c'est un petit peu ce que j'ai pu voir en Europe de l'Est, mais version encore un niveau au-dessus. Un truc que j'ai remarqué ici, ils aiment pas mal les sports un peu plus d'endurance. Et même dans ces conditions-là, je vois plein de personnes qui courent. Mais de ce que je comprends, en Norvège, il y a une culture du sport énormément présente. Beaucoup plus que en fait, n'importe où j'ai pu aller, beaucoup plus qu'en France, qu'en Europe de l'Est. Il y a beaucoup de gens qui font du sport, et de ce que j'entends, c'est vraiment un peu n'importe qui. Oh putain, c'est magnifique. Ah, on le voit mal à la caméra, mais il y a vraiment les rayons du soleil qui ressortent à travers les, les arbres, et c'est très joli. En Europe de l'Est, j'avais déjà vu une différence par rapport à la France, dans le sens où dans les salles de musculation, il y avait un rapport homme-femme un peu plus équilibré qu'en France, mais là en Norvège c'est encore un autre niveau. Là pour le coup en Norvège, je sais pas les stats, mais j'ai quasiment l'impression que c'est 50-50. Et quand je dis 50-50, c'est pas parce que genre il y a plein de tapis roulants et toutes les femmes vont courir et faire du vélo. Non, même dans les endroits genre en mode street workout et tout, il y a grosso modo, j'ai l'impression, autant de femmes que d'hommes. Même par moments, je suis juste, genre littéralement, le seul homme parmi plusieurs femmes. Alors que je suis dans la zone avec genre des haltères, la zone avec crossfit, street workout. Donc ça pour le coup, putain, déjà en Europe de l'Est ça m'avait un peu choqué, mais alors là ici, waouh, un autre level. Oui. Magnifique. Putain de merde, c'est quoi cette vue de fou furieux dans une capitale? Dans une grande ville. Bon, on va se rapprocher, mais je crois que c'est insane. Oh là 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 là. Putain, dommage que j'ai pas un meilleur objectif, parce qu'en fait, sur la mer, il y a comme une brume
qui ressort et qui est éclairé par le soleil orange là. Incroyable. Oh, yeah. Parce que là en fait on voit le fjord de Oslo. Insane. Et je suis officiellement toujours dans Oslo, hein. C'est juste un parc. Genre, je savais même pas que c'était possible dans une grande ville, dans une capitale. En fait, d'avoir ça comme ambiance. C'est juste délirant. Putain de merde. Après, Oslo, je crois qu'en termes de taille, bon, c'est pas non plus une gigaville, hein. Je crois que c'est genre 600 000, peut-être 700 000 si tu prends vraiment un petit peu aussi les petites villes autour, je sais plus comment on appelle ça, mais la zone métropolitaine un peu. Bref, en gros toute la zone urbaine autour de Oslo aussi, qui est pas beaucoup très grande, c'est un peu ce genre d'endroit comme Londres où grosso modo la ville principale Oslo bouffe tout ce qu'il y a autour en termes de zone urbaine. C'est pas comme Paris où t'as Paris 2 millions d'habitants et autour t'as 8 millions d'habitants aussi dans la zone urbaine, grosso modo. Non, mais du coup ouais, je crois qu'au total c'est genre peut-être 700 000 grands max. Ce qui est quand même une certaine taille, c'est genre Strasbourg. Peut-être un peu plus grand, je suis pas sûr, mais bon, 700 000 quand même, et j'ai ça comme ambiance. C'est juste insane, je pense pas que c'était possible. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Ce que vous allez voir à partir de maintenant, ça va être mon expérience pendant 5 semaines et quelques, dans une ferme norvégienne, dans les montagnes, durant janvier-février 2026. J'étais un volontaire qui travaillait 5 jours par semaine sur différentes tâches à la ferme, et je suis parti avec l'organisme WWOOF. J'ai fait du woofing, j'étais un woofer. Alors, pour vous mettre un peu de contexte, la ferme dans laquelle je suis parti, son activité principale, c'était de faire différents produits laitiers à base de lait de brebis et lait de chèvre, comme du kéfir, fendre du lait, faire du fromage frais, voilà, différents produits comme ça. Et donc, toutes les tâches que j'ai réalisées, découlent de ça. J'étais pas le seul volontaire, on était plusieurs, et je vivais dans un bâtiment dédié aux volontaires. Alors, le nombre de volontaires, de woofers, comme on appelle, ça variait. Je crois qu'au minimum, on a été 2, et au maximum peut-être 6, 7, je suis plus sûr. Et j'ai vraiment vu de tout. J'ai vu un Anglais, j'ai vu une Autrichienne, j'ai vu une Écossaise, une Marocaine, un Syrien, un Allemand, une Allemande, des cousines belges, une Néerlandaise, et ouais, il y a eu plein de Norvégiens et Norvégiennes. Irlandais aussi. J'ai vu tout et tous les backgrounds, des gens qui sont en études, des gens qui font un changement de carrière à 40 ans. J'ai tout vu. Voilà. Les gens qui tiennent la ferme,
c'est une famille qui possède la ferme, c'est la 8e génération actuellement, une folie. Et les gens qui vraiment activement la tiennent, la ferme, c'est un couple. Et j'ai travaillé surtout avec le mec. C'est surtout lui qui se charge au jour le jour des tâches sur la ferme, donc j'ai beaucoup travaillé avec lui. Il s'appelle Bjorn Stjerne. Pour faire court, on l'appelait Bjorn. Et j'ai pas l'image de lui, mais imaginez ça. C'est un mec qui fait, je pense, un peu plus d'1m90, mais c'est pas le genre de mec grand et fin, c'est grand et stock. Blond, bonne barbe complète, yeux bleus. Et le mec qui est pas juste stock visuellement, il est un peu sec. Il est fort vraiment. J'ai soulevé plein de trucs avec lui, tout, il est dynamique, etc. Le mec, c'est le viking que tu te fais dans ta tête. Tu t'imagines, c'est lui. Alors, par contre, un truc pas typique des Norvégiens qu'il avait, c'était que c'est quelqu'un qui fait pas mal de bruit. Il est vraiment extraverti. Il adore blaguer, il rigole fort. Quand il rigole, et que t'es loin, t'es dans 2-3 pièces plus loin, tu sais qu'il est là, tu sais que c'est son rire. Voilà, c'est une présence assez qui en impose. Et c'est quelqu'un qui donne vraiment une image de bon vivant. Voilà, j'ai adoré travailler avec lui. Maintenant, ce que je vais vous montrer par la suite, ça va être une compilation de plein de clips que j'ai pris durant ces 5 semaines. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que toutes les activités liées à la ferme, j'ai commencé à les filmer qu'à partir de la 4e semaine. Donc c'était plutôt sur la fin, c'était à plus de la moitié de mon séjour passé là-bas. Et vous allez peut-être le remarquer dans certains clips, mais je suis assez salé. J'insulte et j'ai l'impression d'être un peu dégoûté de ce que je fais parfois. La raison étant que les 3 premières semaines, je les ai adorées. Vraiment, c'était la lune de miel, tout était incroyable, je découvrais des choses tous les jours. Et à partir de la 4e semaine, en fait, j'ai commencé à me lasser de pas mal de choses qui étaient très répétitives. Pas mal d'aspects très ingrats, comme la saleté avec les excréments constamment, qui au départ ne me dérangeaient pas trop, ont commencé à vraiment me peser. Des choses chiantes sur le fait de vivre en communauté constamment avec chacun qui a des rythmes de vie différents et qu'il faut s'adapter. Le fait que la nourriture était pas top, ça commence à me peser vraiment lourd. Et donc en fait, à partir de la 4e semaine, chaque jour c'était, j'en avais de plus en plus marre. Et sur la fin, j'en avais vraiment ras-le-bol et je voulais rentrer en France. Revoir ma famille, mes amis, reprendre mes habitudes, etc. Sortir de la saleté. Voilà. Qui m'a permis aussi de me rendre compte que c'est une expérience... comment dire ? Je suis pas un pur citadin, mais je suis pas un campagnard fermier. Pour faire simple. Voilà. Bref. Voilà. Et aussi deux choses que j'ai envie de mentionner. C'est que une grosse partie de cette expérience pour moi était avant tout sociale. Comme j'ai dit, j'ai rencontré plein de personnes avec des visions du monde auxquelles j'avais pas l'habitude de traîner avec ces gens-là. Ça m'a beaucoup challengé, j'ai beaucoup appris, ça m'a honnêtement ouvert l'esprit, appris des choses, et c'est vraiment une partie de l'expérience incroyable, vraiment incroyable. Et ça, je l'ai très peu filmé, parce que je suis pas à l'aise avec filmer avec les gens, même s'il y a des gens avec qui je me suis très bien entendu, notamment le Syrien, Moyad, qui a passé les 5 semaines avec moi. C'est le seul qui est resté du début jusqu'à la fin, avec qui j'ai passé vraiment beaucoup de temps, parmi les volontaires. Et à la fin, on s'est même fait des cadeaux. Voilà, il m'a donné des trucs typiques qui s'apprécient en Syrie, et moi je lui avais offert un pull. Enfin voilà. Et l'autre chose que je veux mentionner, c'est que vraiment là, ça va être des échantillons que je vais vous montrer les clips, d'expériences que j'ai faites. Mais l'ordre chronologique n'est pas véridique forcément, il n'y a pas forcément une histoire à suivre, c'est vraiment pour vous donner un peu un avant-goût de qu'est-ce que j'ai vécu. Et il n'y a pas toutes les activités que j'ai faites. Des choses que je vais pas vous montrer qui sont, j'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait pas mal de déconstruire des trucs comme des systèmes électroniques, construire des boîtes, couper des arbres, faire du kéfir, du beurre. C'est pas mal de choses que je montre pas. Pas du tout malheureusement, mais vous allez quand même avoir une bonne idée de l'ensemble des tâches que j'ai faites. Ouais, bon visionnage.
Ouais, j'ai pas beaucoup de temps, mais là je peux vous montrer un peu l'entrée. Donc on peut se garer ici vite fait avec une petite place dans la neige. Là il y a une voiture ensevelie un peu. Ah, c'est la maison de l'extérieur. On arrive par ce petit chemin. Tac tac tac. Par là si on continue plus loin, il y a un endroit pour couper du bois et on peut même faire un feu au bord du lac. Ici on voit pas mais il y a un grand lac. Ah, une petite maison random où il n'y a rien à l'intérieur. Et puis là c'est donc l'entrée pour notre maison. Avec donc ici la porte qui mène au petit endroit dont je vous ai montré. Et même juste... bon alors là c'est dangereux quand on monte. Parce que pour aller à la ferme en fait il faut qu'on continue et c'est bien plus haut. En vrai ça prend pas beaucoup de temps, ça prend genre 5-10 minutes. Et puis ça, il fait comme un petit passage pour en fait faire des tractions sur cet arbre. Donc voilà mon petit spot pour m'entraîner. Bon alors voilà, là ici c'est l'entrée. Alors là actuellement il fait -16 donc je vais pas rester longtemps dehors. Je suis en chaussettes. Ici c'est l'entrée. Donc il y a comme en fait un petit passage ici, on peut mettre les chaussures, ça pue la pisse, les excréments, tout ça. Mais bon c'est parce qu'il y a toutes les chaussures de travail. Là ensuite on rentre. Il y a la cuisine. La cuisine qui est quand même assez grande mais il y a pas mal de bordel un peu partout. On fait toujours de la cuisine à droite à gauche et bon comme je vous l'ai dit tout le monde ne range pas forcément de manière très assidue. Ensuite là il y a toute la pièce, je sais même plus comment on appelle ça en français malheureusement. Là ensuite il y a la salle de bain qui est assez grande. Mais bon il y a toujours ça qui vient gêner parce que on met les affaires à sécher. Avec les toilettes, la baignoire, une douche mais qui fonctionne pas. Machine à laver. Là où on mange. Là où on s'assoit. Là il y a une sorte de petit passage qui permet soit de monter à l'étage où il y a 2 chambres, soit d'aller ici où il y a la chambre où je dors. Avec la personne que vous avez vue rapidement dans le salon. Mais du coup là ici il y a un lit superposé, moi j'ai foutu un peu mon bordel dessus. Et la deuxième personne là ici, et là d'ailleurs c'est un autre accès à la salle de bain. Là je mets mes affaires de travail ici. Pas à l'intérieur avec le reste de mes affaires, c'est mort parce que ça pue trop ce truc. Et quand on monte, il y a ici une première chambre, on voit pas grand chose malheureusement, tout est noir. Avec une petite vue sur l'extérieur. Et après il y a encore une autre chambre là-bas mais je vais pas aller parce qu'il y a quelqu'un qui dort actuellement justement. Bon, j'ai pas beaucoup de batterie donc je vais essayer de la faire courte, mais là je vais expliquer un peu ce que je fais pendant le shift du soir. Alors il faut savoir que on a 2 shifts principaux, un le matin, un le soir, qui consistent en fait à traire les animaux et à s'occuper d'eux pour leur donner de la nourriture, de l'eau, nettoyer et quelques autres petites tâches à droite à gauche. Bon là ce soir j'ai pas tout à faire. En gros toute la partie traire les animaux j'ai rien à faire, ça a déjà été fait. Par contre je suis seul pour faire le reste. En général enfin, on fait jamais ça seul mais le reste je vais le faire seul là. Et ce que je dois faire du coup c'est dans un premier temps je vais vraiment montrer la routine comment j'y arrive. Donc j'arrive de là-bas, de plus bas dans la vallée. J'arrive ici, bon de base j'ai tous mes vêtements là, j'ai déjà enlevé pas mal de choses.
J'arrive au niveau de cette porte, donc tac, voilà. J'arrive ici. On rentre là. Tac, tac, tac. Là ici, il y a un petit couloir où je viens déposer mon manteau. Mon pull, je l'ai mis encore dans une autre pièce. Là, il y a une pièce où on peut se poser. Bon, il faut enlever les chaussures pour rentrer. Mais où il y a du wifi notamment. Et il fait bon, il fait chaud, donc c'est cool. Là ici, on a une salle de bain avec toilette. Bon, rien de secret. Ensuite, bam bam bam. Là, on arrive dans une sorte de garde-robe qui sert aussi de couloir entre les deux parties principales de la grange. Donc, ici, il y a un peu du matériel qu'on peut emprunter. Notamment ici, j'arrive toujours. Je prends ces... putain, comment on appelle ça en français? Boots. How do you say that? Des bottes. Putain, voilà, des bottes en... Des bottes toutes bêtes, pour l'été d'ailleurs. Parfois j'ai un peu froid quand vraiment on tape des moins 15 et des moins 20, j'ai un peu froid avec. Parce que ici à l'intérieur il fait un peu plus chaud. En général on a quand même des températures négatives, on est plutôt autour de moins 3, moins 4 ici à l'intérieur, donc ça va. Sauf quand vraiment il fait froid, qu'on a un moins 20 dehors, ici il fait peut-être plutôt moins 10, on se rapproche. Mais bon, voilà. Bon, j'ai mis ma magnifique bottine. Donc on va aller dans la première partie de la grange. Donc ici il y a la première partie, petit tracteur que j'ai conduit plusieurs fois qui est vraiment trop bien. L'une des premières choses que je dois faire, c'est foutre en fait le vieux foin qu'ils ont mangé à l'intérieur de chez eux, sauf que bon là de ce que je vois il y en a pas mal et il a pas l'air d'être trop mangé. Ça se voit comment dire, quand il reste pas mal de petits trucs fins de merde comme ça par exemple, c'est que ça n'a pas été mangé. Et d'ailleurs elle est en train d'essayer de manger mon putain de pantalon. Donc ce que je vais faire dans ce cas là en fait c'est peut-être en mettre un petit peu à l'intérieur, ce qui est vraiment sur le dessus, et en fait retourner le reste et retasser. Donc je vais pas avoir besoin par exemple de venir vraiment réutiliser du... Bon elle saute en fait, donc elle s'échappe à chaque fois. Je vais pas avoir besoin de venir retirer du nouveau foin de je sais plus comment on appelle ça, bref ce cylindre. Et ouais, il y a un coq ici. Bref. Donc voilà. Putain, et elle, faut qu'elle dégage. Parce que ce qui est chiant, c'est qu'en fait, elle vient chier ensuite sur là où les autres mangent. Putain. Je vais la ramener après. Dans la deuxième partie que je vais vous montrer juste après. Là, déjà, je vais juste commencer par ça. Donc je sais pas où je peux mettre la caméra. Oh, le tracteur est là, donc c'est parfait en vrai. Donc, il va prendre la fourche. Et on vient un petit peu enlever ce dessus. Et l'idée en fait c'est de venir viser les spots bien humides. Si vous pouvez voir. Il y a des endroits où il y a de la merde et c'est plus humide. Elle a peur, elle sait pas quoi faire. Ça va être marrant après quand je vais devoir la choper et la ramener. Là on va aller dans l'autre partie de la grange. Bon il y a ce petit là. Donc l'autre partie, comment ça se présente? Ça se présente comme ça, il y a plus de monde. Il y a déjà dans un premier temps, première zone, il y a... putain, comment on appelle ça cette merde là en français? En anglais c'est lamb. Je crois que c'est agneau, je sais plus. Bref, c'est des bébés moutons qu'on nourrit nous-mêmes avec ça, ou sinon avec une petite bouteille que je sais pas où. Ici il y a le nouveau foin pour cette zone là. Donc c'est d'ici qu'on le prend. Et puis là on a pas mal d'animaux. On a un enclos pour les jeunes chèvres et jeunes moutons, un peu plus âgés que ceux que je vous ai montré juste avant. Là on les voit, ils sont un peu plus gros quand même. Et franchement les petites chèvres comme ça c'est trop marrant. C'est curieux, ça vient bouffer ma main.
Et ouais, ensuite ça vient monter. Bon, elle est un peu timide. Il y en a qui sont un peu plus... Elles vont un peu plus de l'avant. Voilà. Ouais, c'est trop drôle. Ouais, voilà, par exemple, celle-là, elle m'a vu arriver, je pense qu'elle va venir. C'est un peu la bosse de cet enclos. Et elle vient toujours me voir dès que je me rapproche. Enfin bon, bref. Là, il y a l'enclos pour les adultes chèvres et moutons qu'on ne traite pas. C'est-à-dire ceux dans l'autre grange, c'est ceux qu'on traite. Et ici, il y a quelques vaches. 4 vaches pour être exact. Voilà, donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que c'est un peu différent. Je ramène tout le foin aux vaches. Parce que les vaches, grosso modo, en fait, elles sont trop grosses. Donc on leur donne que du vieux foin qu'elles n'aiment pas. Il y a littéralement en fait un vétérinaire qui est venu faire un examen ici, dans cette ferme. Et il a dit littéralement vos vaches sont trop grosses, mettez-les sur une diète. Elles ont besoin de beaucoup moins manger. Donc bref, du coup on leur file le vieux foin que tout le monde a déjà mangé. Donc il reste que ce que personne ne veut quoi. Et ensuite je viens ramener le nouveau foin pour tout le monde, sauf du coup les vaches. Bon, c'est pas toujours le cas, mais en plus là ici c'est sale, pas mal de merde, donc il va falloir que je nettoie un peu avec la pelle. Donc je jette ça ensuite. Et elle, c'est la star, c'est un peu la mascotte. On la laisse littéralement se balader en fait à l'extérieur, juste parce qu'en fait elle est super amicale avec nous les êtres humains. Elle est toute mignonne. Vraiment la biquette cliché, jeune biquette cliché. Donc on la laisse se balader un peu où elle veut. Bé. Elle essaie de manger mes lacets. Nom nom nom. Et ce qui est marrant c'est quand tu mets ta main sur leur tête, elle va se battre ensuite. Genre là. Genre elle pousse en fait. Je mets juste ma main dessus, hein. Je la tiens pas en fait. Mais elle me pousse. C'est trop marrant. Hey, hey, hey. Wow, wow, wow. Maintenant faut que je mette le nouveau foin. Putain, et après, ouais, il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi après, c'est que je les nourris. Je les nourrisse. C'est trop chiant, j'aime pas les nourrir, ils me cassent les couilles. Ils sont plus chiants que mignons. C'est ce que j'arrête pas de dire à chaque fois aux gens. Donc là en fait ce que je fais, c'est que je fais un tas de foin et ensuite je peux transporter avec la fourche pour le ramener aux animaux. En général quand on est plusieurs, il y en a un qui fait ça et puis l'autre il ramène. Ah, la poule! Va l'attaquer! Attaque-la! Non, pas mon doigt. J'ai fini avec la bouffe. Prochaine tâche, le lait pour les petits là. Donc, est-ce que je peux le porter à une main? Ah non, ça me casse couille à une main. A tout de suite. Il reste du lait dedans, mais le truc c'est qu'il est froid depuis et ils aiment pas boire quand c'est froid. Donc là le plan pour ces connards, enfin ces connasses surtout, c'est surtout des femelles, c'est d'enlever une partie du lait, foutre de l'eau chaude, remettre de la poudre parce que c'est du lait en poudre, histoire que ça soit tiède à la fin, voire un peu chaud, et leur filer ça et ils boiront comme des fous furieux. Donc là il faut que j'aille transporter ça jusqu'à la pièce où on trait les animaux justement parce que là-bas je peux avoir de l'eau chaude et la poudre
Finalement je l'ai vidé en entier. Je vais en profiter pour le nettoyer vite fait. Donc on va prendre ça. Tac. Et un peu. C'est l'eau chaude. Normalement ils boivent dedans, mais ils sont encore vraiment cons putain. Parce qu'ils sont encore dans cette phase où on leur apprend en fait à boire avec cette merde. Et là, ce matin pas de soucis, enfin hier plutôt je veux dire. J'étais pas là ce matin, mais là ils cassent les couilles, bon ça va être chiant. Faut que je les force et si vraiment ils veulent pas, faut que je le fasse manuellement avec une petite bouteille mais je ne sais pas où elle est. Mais j'aime vraiment pas faire ça honnêtement. Et lui il est pressé, lui il casse les couilles déjà d'avance. Lui là il veut qu'une chose bordel de merde, c'est me sucer. Faut que je repose ça, faut que j'ouvre ça. Il y en a certains ils sont intelligents, ils savent boire en fait, parce que ça c'est un seau avec des tuyaux et puis des biberons quoi. Mais il y en a qui sont vraiment cons comme lui par exemple, et il faut que tu le fasses toi-même. Prendre ça à l'intérieur, prendre ce petit truc là, reboucher, et il est pressé là. Mais ramène-toi. Un aspirateur hein. Il descend le truc tellement vite. Là encore j'ai de la chance, parfois ils cassent la tête, en fait ils viennent tous et ils essayent tous de le choper, donc là t'es obligé de le prendre un par un à l'extérieur de la cage. Mais là, les autres ils savent boire depuis ça. Il a plus soif, mais il veut quand même boire, mais juste prendre une gorgée, puis il arrête, puis il prend une mini pause de 5 secondes, puis il me recasse les couilles. Pareil lui. Je crois vraiment le premier jour je les ai trouvés mignons, deuxième jour c'est bon ils m'ont cassé les couilles. Bon, j'ai fini, mais malheureusement j'ai pas pu... de filmer les dernières tâches que j'ai faites, c'est-à-dire donner de l'eau aux animaux, et aussi je dois checker parce qu'il y a certains endroits où les animaux récupèrent leur eau de manière automatique avec un système automatique. Il faut checker si ça marche bien parce que parfois tu peux avoir des tuyaux qui gèlent, donc il faut les enlever, les dégeler, ce genre de choses. Enfin voilà, il peut y avoir différentes conneries qui peuvent arriver. Mais j'avais plus de batterie sur ma GoPro, je l'ai juste eu le temps de le recharger un tout petit peu histoire de voilà, faire un peu cette conclusion. Donc là je remets mes affaires, mes chaussures, mon manteau, et puis on va aller dehors, il fait nuit, et ce soir il faut que je fasse à manger. C'est à mon tour de faire le dîner. Yeah, but... Ici c'est là où on traite moutons, chèvres. Ici c'est le système justement qui vient récupérer
tout le lait de la entrée. Donc avec notamment cette machine là qui est vraiment l'unité centrale. Le lait il arrive ici par les tuyaux qui rejoignent là où bah en fait tout simplement les moutons sont traits. Et on récupère ça ensuite dans un tuyau et on met ça dans un... il n'y a pas ici mais bon dans une sorte de grand pot. En train de déneiger avec un mini tracteur. Et là le but c'est que j'arrive à tout déneiger jusque la cabine blanche en haut. Et bah, on est reparti, j'ai pris une petite pause dans une pièce pour moi chauffer parce que putain c'est statique et j'ai froid. Bah, je vais essayer de filmer en même temps d'utiliser ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ah, ça va être trop compliqué. Ouais, voyons voir. Hein. Ça se trouve, vous voyez absolument rien et ça n'a aucun intérêt ce que je suis en train de faire. Mais j'ai besoin de mes deux mains. Donc, je vais pas pouvoir trop. Tac. Alors, je sais pas si on peut voir. J'ai les lèvres blanches, secs. Je crois 3-4 heures dehors dans le froid statique sur une machine, un tracteur. Ça fait des dégâts. Je pense qu'il faisait -7, -8. Donc oui, 3-4 heures à -7, -8, on le ressent bien avec un peu de vent en plus. The placenta, yeah, Yeah, eating it. not much left. Ok, alors là je suis dans ce qu'on appelle un peu le garage, c'est genre un foutoir à tout n'importe quoi. Et là je suis en train de récupérer du bois. Donc il en reste plus beaucoup parce que j'ai déjà fait plein d'allers-retours. Mais je récupère le bois, je le mets dans la boîte et je le balance aux différentes habitations qui ont besoin de se réchauffer au bois. Et il y a un truc incroyable avec cet endroit là, c'est que il y a une poule ici qui se balade en liberté. Toute la journée, toute la nuit, donc même quand il y a des -20, des -25 et tout. Et là, putain, il vient de chier à l'instant. Elle est tout là-haut, comme un pigeon le truc. Elle est sur la poutre. En fait, elle monte. Genre, avant il y avait le tas de bois qui était plus haut, donc elle montait dessus, plus sur l'étagère, plus sur chacun des étages. Et je sais pas comment elle a fait. Ah ouais, je pense qu'elle a grimpé sur les trucs ici. Puis elle est montée là-haut. Là. Oh la folle. Alors, c'est une dinguerie. Bon, c'est reparti. J'ai les mains qui gèlent à chaque fois que je sors la GoPro parce que punaise, il fait quand même froid malgré tout. Mais ouais, voilà la vue en sortant du garage. Et puis là, il y a la grange avec tous les animaux. Ouais, donc là, je ramène ce bois-là à la cabine en face. Cabine sans électricité, sans eau, sans rien. Ils sont chauffés au bois. Petite technique pour faire passer la boîte, la planche à l'entrée de la cabine. Il n'y a pas grand chose, mais bon, ici c'est un peu un foutoir, il y a un peu de tout n'importe quoi. Mais là il y a la salle où il y a des gens qui vivent, une petite famille avec un couple et puis un enfant tout petit, mais ils vivent de manière très rustique. Mais voilà, faut que j'aille mettre le bois moi. Là ici, j'ai mis déjà tout ça. Il faut que je continue par là. Voilà. On s'est fait un petit spot pour couper du bois pour le chauffage.
Parce qu'en fait, ici, il y a une pile de troncs d'arbres qui a été coupée. Et là, l'idée, c'est de découper tout ça en bois de chauffage. Sauf que les tronçonneuses sont trop émoussées, donc on a laissé tomber. Il va falloir qu'on trouve des nouvelles chaînes, en tout cas. Parce que les chaînes, apparemment, sont tellement anciennes que je crois que ça sert à rien de les affûter. Donc dommage, parce que j'étais censé du coup aujourd'hui apprendre à utiliser la tronçonneuse et une hache pour couper du bois. Donc il faudra attendre la prochaine fois. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que c'est la réalité du terrain en fait. Il y a des moments où tu fais juste pas comme tu voulais en fait. Donc bon, voilà. Donc là il faut que j'aille ranger un peu tout le matériel. Et on espère que la neige va pas trop tomber. Là il tombe un peu mais pas trop. Parce que du coup on a réparti tout le bois. Qui était normalement juste un seul gros tas. Donc si la neige commence à tomber, tout ça va être enseveli, ça va être trop casse-couille à déneiger. Mais bon, au moins un truc que j'ai appris à utiliser, bon qui est super simple, hein, c'est très intuitif. Donc j'avais vu en vidéo mais jamais utilisé moi-même, c'est cet outil là. En fait c'est un outil pour venir traîner les rodins de bois et c'est genre trop pratique. Genre allez, c'est un petit rodin de bois hein, celui-là, mais ça fera l'exemple. On peut en prendre des beaucoup plus gros. Tu viens en fait juste appuyer dessus, ça s'ouvre tout seul. Tu tires et en fait ça accroche, mais genre super bien. Et quand tu prends même des énormes rodins de bois, genre là celui qui est en dessous il est déjà beaucoup plus lourd, bah ça tient mais super bien. Par exemple celui-là on dirait pas comme ça, mais il est lourd sa mère la pute, genre ultra lourd. Bah ça vient tenir super bien. Et voilà, trop bien comme outil. Truc vraiment à la con, enfin voilà. Truc que j'ai quand même appris aujourd'hui. Bon, ce qu'il faut comprendre, vous voyez la chèvre là-bas, elle se cache. Et juste là, celle-là. Et ben en fait, elle normalement elle est censée faire partie de cette cage, mais elle s'en échappe tout le temps. Elle a trouvé un moyen. Et du coup à chaque fois que je viens ici, le jeu c'est toujours trouver le moyen de la remettre dedans. Parce que même si elle ressort, bah déjà c'est marrant honnêtement. Et de deux, en fait bah elle chie ensuite sur là où les autres mangent et c'est pas cool parce que ça nous fait plus de nettoyage pour nous. Et là elle est conne parce qu'elle est rentrée dans cette pièce, il n'y a aucune issue. Fait qu'elle a fait une grosse erreur, là ça va être facile de la choper. Même si elle va tourner autour du truc, là ça va être un peu chiant. Et je vais juste fermer cette porte, la coincer dans ce trou là. Et tada. Alors, on s'est fait avoir hein. Et voilà. Easy. Ouais, lourd. Je t'ai eu hein. Je t'ai eu hein. Je t'ai eu. Elle est toute mignonne sinon. Un truc que j'ai pas montré la dernière fois, c'est qu'il faut aussi nettoyer en fait le sol. Ah, le sortir elle. Elle dégage. Et du coup déjà il faut que je les sorte de cet enclos. Et déjà dans un premier temps il faut que je ferme l'entrée qui est juste là avec cette barrière. Enfin je veux dire plutôt préparer à fermer l'entrée parce que là justement je vais les faire sortir. Et lui il reste ici parce qu'il est chiant à faire sortir et puis il fait pas chier. Elle dégage par contre. D'ailleurs c'est le seul mâle de tout le troupeau. Le type a littéralement 40-50 women, enfin 40-50 femmes rien que pour lui. Bon par contre elle dégage. Aïe aïe. Ce qui est bien c'est qu'elle a un collier au moins.
une big pelle. Et une petite, bien efficace, bien solide. Et bon, et puis la merde, tout simplement, on la ramène avec la brouette, là, ici. Et les vaches, elles adorent s'allonger dedans, se baigner dedans. Vraiment, elles deviennent folles parfois quand on leur ramène de la merde. Comme de la drogue pour elles. Ça, c'est marrant. Bon, voilà le bois qu'on a coupé là, en étant à 3 à la hache. Les stalactites ici, ils sont quand même vachement titanesques. Ceux que je viens de montrer là, je pense, ils font 4 mètres de haut, à mon avis. On s'en rend pas on s'en rend pas bien compte à la caméra, mais ils sont vraiment gigantesques. 3-4 mètres, je dirais. Ah bon, ouais, même peut-être un peu plus que 4 à voir. Alright. Soon enough I should start getting out of the trail. Well, I mean, there is not really a trail. Like there is a sort of an old. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à parler anglais. Mon cerveau il est toujours en mode anglais comme je suis avec des personnes avec qui je peux uniquement communiquer en anglais avec eux. Mais vrai, je voulais dire, ouais, je commence à sortir du chemin. Parce que là où je suis, c'est une sorte d'ancien, enfin pas ancien, mais c'est un chemin qui est utilisé en été. Là, je suis le premier à avoir marqué le truc, quoi, avec mes pieds. Et je crois que je continue un peu là-dessus, mais bientôt, il va falloir que je sorte et que je fasse un peu de off-trail. Aujourd'hui, c'est une petite sortie, quand même avec du off-trail et tout. Bon, un petit peu compliqué parce que j'avais prévu un chemin de base. Bon, il n'y a pas de chemin, mais j'avais prévu un passage par lequel passer pour atteindre mon objectif qui est un lac. Mais bon, disons que ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait il y a un creux comme une mini vallée, bah, c'est vraiment petit, hein. Une cuve quoi, ça remonte et c'est vraiment pentu, ça mère la pute, c'est de l'escalade, c'est simple, c'est de la putain d'escalade. Et je m'étais pas rendu compte de ça, vous savez pourquoi? J'utilise une application norvégienne qui est un petit peu comme l'organisme IGN en France. Et en fait, sur l'application, logique, plus on zoome, plus on voit le détail du dénivelé. Et moi, je m'étais arrivé à arrêter un certain niveau de zoom que je pensais était le max. Et sur ce niveau de zoom, ça paraissait pas si pentu que ça. Ça paraissait pentu, mais faisable. Puis là, je me suis rapproché de la zone. Je me suis rendu compte du putain de mur que j'ai en face de moi. J'ai rechecké la map, j'ai voulu zoomer pour être sûr et j'ai vu que ah merde, je peux zoomer encore. Et là j'ai bien vu la pente bien énervée sur la map aussi. Donc bon. Mais bonne nouvelle, je pense qu'il y a quand même un autre moyen pour y parvenir. C'est juste que ça fait un petit détour pour prendre une pente plus douce. Et normalement je peux revenir ensuite ici, mais du coup par le haut. C'est pas sûr, mais au moins je peux déjà aller un peu plus loin sur la pente douce et voir ce que ça donne. On va voir. Faites la GIA. Enfin atteint le sommet il y a genre 5-10 minutes. Et là je suis sur la redescente. Donc c'est un peu... c'est très glissant. Parce que là c'est du hors-piste. Avec parfois des endroits assez pentus. Voilà. Mais c'est aussi assez amusant. Bon, j'ai réussi. Sur la fin c'était vraiment pentu, bordel de merde. Il y a des passages qui étaient à 90 degrés. Parce qu'en fait il y a des rochers. La neige vient se mettre par-dessus. Et à partir de maintenant, enfin du moins une fois que je traverserai le lac, je serai sur des sentiers qui seront peut-être pas utilisés, mais au moins ce sera comme ce que j'avais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, on voit bien qu'il y a un sentier, il y a les arbres sur le côté, c'est beaucoup plus plat. Et puis plus je vais me rapprocher du fond de vallée, plus là par contre je vais arriver sur de la vraie route qui sera déneigée et tout. J'ai perdu un crampon. Je pense savoir, enfin j'ai une idée d'un moment où j'aurais pu le perdre.
mais casse les couilles, c'est genre de l'autre côté, il faut que je remonte puis que je redescende. Et en plus, si c'est là que je pense, c'est même pas sûr que j'arrive à le choper, parce que il y a un moment où mon pied il est tombé super profond, genre quasiment toute ma jambe s'est enfoncée. Et en fait, mon pied il est arrivé dans un endroit marécageux. Bref, c'était gadoueux, mouillé et tout, et j'ai galéré à le retirer. Et du coup, si je l'ai bien perdu là, mon crampon, c'est-à-dire qu'il est dans la gadoue et tout, paumé là, sous je sais pas combien de dizaines de centimètres de neige. Ah, c'est bon, laisse tomber. Tant pis, nique sa mère. Déjà, il me pétait un peu les couilles ces crampons parce que j'ai vu des modèles qui sont meilleurs. Donc tant pis. Et au passage, en plus, si je l'ai bien perdu à ce moment-là, et que je l'ai perdu avant de vraiment commencer la partie hardcore, et j'ai pas l'impression que ça fait de différence. Donc ça va pas m'être si utile que ça, je pense, pour la suite. Voilà, donc bon, j'ai plus qu'un crampon. Ça c'est joli. Bon, pour la faire simple, ils sont pas censés être là. Ici c'est la zone où nous on passe, où on met de la nourriture. Ils sont censés être là, mais ils ont... Putain, ils sont échappés. Les nouvelles de ce matin, elles ont fait de la merde, je pense. Ah, fait chier. Ah, ça casse les couilles. En plus, je suis seul là ce soir, donc il va falloir que je ramène tout le monde dans l'enclos, seul. Ah, pète les couilles. Ah, j'ai hâte de rentrer en France. Bon, problème réglé. Ils sont tous à l'intérieur. Mais il y a ce genre de choses qu'il faut pas oublier. Il faut genre attacher ça, c'était pas attaché. Et j'utilise des petites astuces, je mets une brouette sur une des sorties pour qu'ils aient peur et qu'ils aillent pas dans cette direction. Et maintenant... Il fait moins 20 ce matin, encore une fois. Ça doit être la 5e fois, 4e, je sais plus. On a des températures aussi basses. Ah, j'ai un look excellent. Et là, ce qui est marrant, bon, je sais pas si je pourrais le montrer à la caméra, mais en fait, les arbres, les branches des arbres sont... Il y a comme une pellicule en fait d'humidité qui a gelé pendant la nuit et du coup il y a un effet où c'est tout blanc, comme si c'était un peu surligné avec du blanc. Mais bon, à la caméra on va pas s'en rendre vraiment compte. Ah, on le voit, mais il faudrait un avant-après pour que vous en rendiez compte. Mais c'est magnifique. Bon, aujourd'hui c'est un beau jour comme on n'en voit pas souvent. Voilà. Coupe du bois. Et là, Björn, le proprio, il m'a laissé utiliser, putain, je sais pas comment on dit en français, la chainsaw en anglais. Tronçonneuse, je crois qu'on dit en français. Et du coup, je suis en train de couper là, tout ça, c'est moi qui ai coupé les gros rodins. C'est trop bien. En vrai, c'est kiffant. Mais c'est beaucoup plus physique que ce que je pensais. Après, il m'a dit que là, elle est pas en très bon état, la blade. En français, c'est quoi? C'est la chaîne. Voilà, la chaîne, elle est pas en très bon état. Mais putain, c'est cool. J'arrive, je la prends. Et ici, il y a un tas de rondins de bois, enfin un tas de troncs d'arbres qui ont été coupés dans la forêt ici. Et là, j'arrive, en fait, je coupe chacun un après l'autre petit à petit. Et petit à petit, en fait, j'avance dans cette direction-là. Donc là, on peut voir tous ceux qui sont coupés. Et voilà. C'est un nouveau truc d'appris, ça c'est cool. Là j'ai un pantalon avec moi normalement qui est censé être me protéger si jamais la chaîne en fait elle casse et qu'elle est projetée sur moi. En tout cas là, il est dans ce cas là sur mes jambes. Et voilà, hein. Là il y a comment on peut appeler ça, un contenant avec du fuel et puis de l'huile. Pour la chaîne, pour la tronçonneuse.
différents outils que je peux utiliser. Bon bah les haches ensuite pour couper bien évidemment les tronçons, mais tu as aussi d'autres outils comme celui-là qui me permettent, je sais pas si je vais réussir à une main, mais grosso modo à retourner en fait certains... Ouais voilà comme ça, là je peux le retourner par exemple, bam, le sortir un peu, le tourner, c'est pratique quand il y en a des plus gros et que en fait la chaîne de la tronçonneuse n'est pas assez grande et que je dois m'y reprendre à plusieurs reprises pour couper sur tout le diamètre. Mais voilà, donc c'est cool, plein de petits trucs que j'utilise et que j'apprends à utiliser, c'est le top. Et bien évidemment le plus marrant c'est la hache. Ah, la hache pour couper le bois, c'est le plus marrant, surtout les grandes haches comme celle-là. Elles sont bien épaisses là, comme vous pouvez voir, justement pour fendre le bois, c'est bien marrant. Et là ce qu'il faut que j'essaie de tenter, c'est d'affûter la chaîne de cette tronçonneuse parce que là elle est vraiment pas en forme. Elle coupe plus trop bien, donc j'ai vu Bjorn le faire, il m'a montré comment faire mais j'ai pas encore essayé moi-même. On va voir ce que ça donne. Faut que je me mette à genoux avec et que un par un je fasse les trucs. Il faut que je me prenne un point de repère parce que là il va falloir que j'y aille petit à petit. Mais je sais plus comment il fait. Parce que lui il peut tourner la chaîne lui-même, moi là je peux pas. Ah je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait. Shit. Faut bien que je me prenne en vidéo en train de couper du bois quand même avec une hache. Allez on va en prendre un. Ah ça c'est taille. Moyen. Moyen, ouais moyen. Peut-être un peu petit. Non moyen. Et quand ils sont petits en général c'est ce que je tente de faire. Yes. Il y a besoin de taille un peu différente parce que il y a plusieurs personnes qui se chauffent en fait avec. Il y en a qui ont des petits je sais pas comment on appelle ça en français. En anglais c'est wooden stove. En français ça doit être sûrement ouais, un réchaud à bois je crois. Donc il y en a certains que je dois faire petits, d'autres un peu plus grands. Parce qu'il y en a qui ont des grands, justement des réchauds avec beaucoup de place et qui ont besoin de chauffer des grandes pièces. D'autres plus petits. Donc il y en a pour tout le monde. Aïe aïe aïe. Ça pue la merde par exemple ce bois là. C'est un bois mouillé, ça se fond un pas fou. Yeah. Oui. Oh, parfois tu rates, ça vient taper ici et ça fait putain de mal. Ça vient résonner dans toute ta main en fait. Là j'ai foiré comme de la merde. Ah, parfois ça marche à une main. Voilà. C'est même possible de sauter en même temps. Aïe. Je vais continuer un peu à couper du bois, arrêter de faire le con devant la caméra, être un peu plus sérieux. Mais en vrai c'est marrant, j'adore. Et on peut faire plein de trucs avec une hache. Là l'autre fois, je devais je pense que je le montrerai avec la vidéo sur une autre vidéo. Mais je devais prendre une planche en bois. Alors imaginons ici il y avait une planche en bois et je devais la tailler un peu avec la hache pour... Ouais je vous montrerai mais il fallait que j'ai une planche d'une certaine taille. Du coup j'ai utilisé une hache pour vraiment juste enlever un peu de bois sur le côté histoire qu'on ait les bonnes dimensions. J'ai fait plein de trucs avec la hache. Couper des petits bouts de bois vraiment fins pour faire ce qu'on appelle du fire starter. Enfin c'est juste l'idée de... T'as des petites branches au départ quand tu veux lancer ton feu. Couper des plus gros rondins comme celui-là. Un peu de tout. C'est trop marrant tout ce qu'on peut faire avec une hache.
Bon, petite vidéo où je vais essayer d'allumer le feu, parce que là à l'intérieur du salon, je suis dans le salon là, je suis assis par terre là, bon, voilà, à l'intérieur du salon, on a un réchaud bois. Donc là déjà, faut enlever un peu les cendres, il y a pas mal de cendres. Hop là, nom nom, delicious. Hop là, j'en ai foutu partout, tranquille. Ça rajoute de la déco un peu. Bam bam bam, blia, fait tomber. Et maintenant, j'ai jamais commencé le feu, j'ai toujours été celui qui l'a maintenu, pas commencé. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais pas si ça brûle bien, je suis pas sûr. Plutôt prendre du carton. Là on a du carton, on a pas mal de carton. Mais pas celui-là, celui-là il est bien pour genre s'en servir, c'est de pour faire de l'air. Prendre ça, le carton là pour les œufs, c'est parfait. Ce que j'ai aussi avec moi là, c'est pas mal de petits bouts de bois que j'ai coupés à la hache. Je fais des... Là, tu prends là les plus gros trucs qu'on a déjà coupés à la hache, puis tu fais des petits. C'est là pour commencer le feu. Mais déjà, il faut que j'arrive à faire brûler tout le carton. Je suis jamais doué avec les allumettes. Je n'ai pas beaucoup allumé dans ma vie. Ah, en fait, ça brûle vachement bien, ça. Ça, je pensais pas que ça brûlait aussi bien. Parce que j'ai l'impression que c'était plastifié, mais en fait, non, c'est du papier. C'est du bon papier. C'est parfait. Ah, ok, le carton il prend. Voilà. On va encore nourrir un peu tout ça. Et vachement, c'est bon. À mon avis, là, le bois, il a dû prendre. Les branches que j'ai mis, elles deviennent bien noires aussi. Là, à mon avis, c'est bon, elles ont pris, c'est sûr. Donc, je vais pouvoir remettre des bouts qui avaient déjà commencé à brûler la dernière fois, mais qui n'ont pas fini. Bam. Et c'est parti, nickel. Parce que là, il fait froid aujourd'hui, je sais pas pourquoi. On a une journée froide ce matin, il faisait moins 20 degrés. Moins 20, mais en soi, là, il fait plus si froid. Là, il fait moins 11, moins 12. Bon, ce qui est froid, mais ce qui n'est pas non plus insane. Normalement, en fait, on n'a pas besoin du feu pour autant. Mais là, il fait quand même froid malgré tout. C'est bizarre. On a eu quelques petits soucis. On a eu l'eau qui a gelé aujourd'hui, par exemple, dans les tuyaux. Donc, bon, bref. Bon, la fois que j'allais récupérer du bois, parce qu'on n'en a plus beaucoup en stock ici à l'intérieur pour le réchaud. Je vais pas pouvoir vous montrer dehors parce qu'il fait noir. Vous allez rien voir. Mais ouais, dehors on a du bois dans la box. Je ramène ça là. Et au passage, je vais aller checker aussi pour... Ah, mais je peux prendre ma lampe torche, vous pourrez voir avec moi. Faut que j'aille checker. Grosso modo, là en dessous, ici, il y a un sous-sol. Et les tuyaux qui sont gelés, on a placé devant une sorte d'énorme projecteur de chaleur, un réchaud énorme, pour venir faire fondre la glace dans les tuyaux, et on espère que du coup l'eau pourra revenir. Parce que là, il n'y a rien. Pas d'eau. Toujours que dalle. Pas de bruit, rien du tout. Nada. Bienvenue dans le sous-sol. Et là, il y a la machine pour faire le chaud. Sur les tuyaux là. Mais ça marche pas. C'est pas suffisant. Ah. Je sais pas comment on peut savoir si c'est encore congelé, mais tout ce que je sais c'est que... Bah y a pas d'eau quoi. Y a pas d'eau. C'est un problème. C'est un gros problème. Oui. Parce que là c'est la fameuse pompe. Je crois qu'il l'a éteinte. Ah ouais, il l'a éteinte. Pourquoi? Merde.
Il l'a débranché. Est-ce que je la rebranche? Je me pose la question. J'ai pas envie de faire de la merde. Mais bon, ça doit pas être non plus secret. Tu branches les câbles. Non, ça sert à rien. Je pense que je vais attendre qu'il revienne. Normalement, il devrait pas revenir. Il devrait revenir dans pas longtemps. C'est plus sage. Je pense à mon avis, le temps de faire fondre les tuyaux, il a pas voulu que ça tourne en même temps. Je sais pas, bizarre. Peut-être qu'il n'y ait pas justement de gros morceaux de glace qui arrivent bam d'un coup dans le truc là. Un autre truc marrant, c'est que les poubelles ici, c'est un peu la merde quoi. Ça s'accumule, on n'a plus de place et c'est toujours pas récupéré. Ça fait 3 semaines qu'ils sont pas passés. Voilà, sympa. Apparemment ils veulent faire des économies, c'est un peu ça la logique. Bon, pourquoi pas. Et là, on a un gros sac avec plein de bois, plein de neige dessus, trop bien. Parce qu'on a eu la flemme de le sortir et de le mettre sous une bâche. Juste prendre quelques bûches, parce qu'en vrai franchement je m'en bats les couilles de faire un bon taf, je me casse bientôt, j'en ai ras le cul. Donc remplir cette box là vite fait, c'est d'enlever un peu la neige sur les bûches que je prends avec moi. Faites pas la même erreur que moi. Je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de fumée. Ouais, j'avais mis des bûches à sécher sur le dessus du poêle, mais le poêle je l'ai fait vraiment chauffer énervé et en fait les bûches ont commencé à brûler. J'ai failli foutre le feu à la maison. Oh putain. Ah, la dernière fois que j'ai fait ça, il n'y avait pas de souci. Mais là, je pense que j'ai vraiment trop fait chauffer le truc. Oh putain, du coup, faut que j'ouvre toutes les fenêtres. Alors ici, on a la plus vieille cabine de la ferme. Avec à l'intérieur une grande pièce inhabitée. On a une belle cheminée au milieu. Et en fait, à l'époque, cette cabine servait un peu de... comment dire, de boulangerie. C'est ici qu'ils faisaient... tout ce qui est pain, etc. Cette cabine a presque 300 ans. Voilà. Et c'est là que notamment il y a un couple de volontaires également qui vit, mais dans la petite pièce ici, à l'arrière. Et voilà à quoi ça ressemble. Je peux pas rentrer parce que j'ai mes chaussures avec moi. Mais c'est un joli petit bordel. Mais c'est très mignon, très sympa. Et ils vivent sans électricité, sans eau, en tout cas courant. Il faut qu'ils aillent le chercher ailleurs. Ils se chauffent au bois et ils ont un bébé de, je crois, 5-6 mois, je sais plus. Voilà, et on est en train de rénover un petit peu l'intérieur. On va rajouter une poutre ici. L'idée, ce serait de mettre en fait ensuite une sorte de faux plafond pour pouvoir stocker des choses au-dessus. Et venir séparer ici en faisant une sorte d'entrée couloir là, et que ça donne pas tout de suite lorsqu'on ouvre la porte sur cette zone là. Voilà, et ça notamment c'est moi qui l'ai fait là, la petite boîte ici, couper les planches avec la scie. Et on prépare un bonfire pour la soirée. Yeah. Alright. It's really nice.